Donc, cette soirée est organisée dans le cadre des rendez-vous citoyens de Français du Monde ADFE et qui va être animée par Christine Béhin et moi-même, Catherine Libaud. Nous sommes toutes les deux membres du conseil d'administration de Français du Monde ADFE. Et donc, ce soir, nous allons aborder avec nos trois intervenantes. Donc, le sujet de ce soir, c'est comment établir le lien entre justice sociale et justice environnementale, comment ces deux thématiques s'articulent, ses conséquences aussi et ses solutions. Alors, pour aborder ce sujet, donc, nous recevons mesdames Isabelle Dorez, qui est donc ingénieure en chef des ponts, eaux et forêts du département du Nord et qui est aussi une alliée très présente d'ATD Carmonde. Ensuite, nous accueillons aussi, et là nous la remercions vraiment sincèrement d'être là ce soir, Marie Toussaint, qui est juriste, écologiste et militante écologiste, et qui est aussi députée européenne d'Europe Écologie Les Verts depuis 2019. Et pour terminer, nous recevons aussi Catherine Baydevart, qui est donc française, mais qui vit aux Pays-Bas et qui est conseillère municipale à Ronlinks, à Delft. Donc, juste deux mots. Donc, sachez que ce soir, nous sommes en direct sur Facebook. Nous sommes aussi, cette visio sera enregistrée pour ensuite être diffusée sur une chaîne YouTube. Et maintenant, je vais laisser la parole à Christine qui va continuer à vous présenter nos intervenantes. Donc, je vous laisse avec Christine. Christine, c'est à toi. Bon, bonsoir à tous. Je suis aussi particulièrement contente d'être avec vous ce soir. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis moi-même engagée à ATD Carmonde depuis un peu plus de 25 ans maintenant. Et c'est pourquoi je suis particulièrement heureuse d'accueillir Isabelle. Et c'est une compère hein, dans l'engagement. Donc, comme a dit Catherine, Isabelle est de métier sur les questions de l'environnement et de la biodiversité notamment. Tu es ingénieur en chef des ponts, eaux et forêts dans la région du Nord. Et dans le cadre d'ATD Carmonde, tu représentes ce mouvement au sein notamment de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Tu es donc une des intervenantes particulièrement qualifiées ce soir pour nous aider sur cette question du lien entre la problématique sociale et la problématique environnementale. Pour certains, ce n'est pas si facile de le faire, ce lien. Alors, dis-nous, Isabelle, pour toi, y a-t-il un lien entre les deux? Et si oui, lequel? Je mets le son. Oui, merci à tous de cette invitation et de cette proposition. Donc, je vais vous présenter, voilà, ma présentation est un tout petit peu longue, j'espère qu'elle ne vous lassera pas. Alors, je partage. Hop. Vous voyez, alors affichage, le diaporama, il est... Voilà. Ah, le diaporama, ah voilà, ça y est. Oh, par contre, je suis tournée un peu loin. Ok, voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, comme l'a dit Christine, les deux engagements pour moi se rejoignent fortement et sont très proches l'un de l'autre. Donc, peut-être d'abord vous rappeler un petit peu ATD Carmonde, en quoi consiste le combat de ce mouvement dans lequel je suis engagée aussi depuis 25 ans, un peu plus. Le combat, c'est vraiment de détruire la misère. Notre ambition, elle est là, sur la destruction de la misère, parce que la misère, c'est vraiment un enfer pour ceux qui la vivent. Et ce combat repose sur une conviction très forte qui est l'égale dignité de tous. Et pour détruire la misère, il faut vraiment se rassembler, s'unir. Et l'égale dignité de tous, on ne l'aura pas tant que tout le monde n'aura pas accès aux mêmes droits. Et notre combat, c'est celui-là aussi, c'est comment permettre que tous aient accès aux droits de tous. Une autre conviction, c'est que vraiment, c'est en prenant en compte le savoir, l'expérience de ceux qui vivent la grande précarité qu'on pourra détruire la misère, qui est une création des hommes. Donc, si j'interviens aussi aujourd'hui, c'est aussi donc par mon engagement professionnel, parce que je vis ma profession comme un engagement, et donc en tant que responsable d'un service qui s'occupe beaucoup de protection de la biodiversité. Et là, dans cette vie professionnelle, en fait, j'ai été souvent confrontée à des difficultés de se faire comprendre, des difficultés de faire entendre et d'avancer en fait sur des politiques de protection de la nature. Alors,
Pourquoi ces deux combats convergent? Parce que j'en suis de plus en plus persuadée, hein, c'est de plus en plus évident pour moi qu'ils se rejoignent et qu'ils convergent, parce que leur prise en compte, elle demande pour ces deux combats des changements très profonds, des changements culturels dans nos sociétés. Le fondateur d'ATD Quart Monde soulignait 3 refus. Celui de la fatalité de la misère. Il n'y a pas de fatalité de la misère est la création des hommes, et donc les hommes peuvent la détruire. Il n'y a pas de fatalité non plus du dérèglement climatique ou la disparition de la biodiversité. C'est aussi une action des hommes, et les hommes peuvent résoudre le problème. Celui aussi de la culpabilité, le refus de la culpabilité qui pèse sur ceux qui subissent la misère, et donc sur la culpabilité aussi que chaque citoyen subit avec le dérèglement climatique. Celui aussi du gâchis humain, en se privant de l'expérience d'une grande partie de la population, de ceux qui vivent la grande précarité, on se prive de leur expérience alors qu'ils ont en eux des solutions pour résoudre le problème de la grande pauvreté. Et comme sans doute, ils ont aussi des solutions pour résoudre les problèmes de dérèglement climatique ou vivre mieux ensemble. Il n'y a donc pas de demi-mesure parce qu'il n'y a pas de demi-misère et il n'y a pas non plus de demi-politique pour l'écologie. C'est pourquoi il y a une forte convergence de ces deux refus. Alors, ces refus, mais toutefois, si on bâtit une action sur un refus, ça ne veut pas dire qu'on construit sur du vide ou sur de fragiles fondations. Au contraire, bâtir sur ces refus, c'est vraiment enraciner radicalement son combat dans un non profond qui nous définit comme des êtres solidaires avec l'ensemble du monde. Si on regarde un peu les plus pauvres et l'écologie, en général, les plus précaires ne sont pas associés à la réflexion sur la prise en compte de l'environnement, et dans ce domaine comme beaucoup d'autres. Et beaucoup de préjugés portent sur leur on a beaucoup de préjugés sur leur relation avec l'écologie, en disant que les pauvres ne s'intéressent pas à l'écologie, qu'ils n'en ont pas les moyens, qu'ils polluent, que leur quotidien est bien trop lourd pour qu'ils puissent s'en soucier ou avoir le temps d'y penser. Or, ils sont très directement concernés et peut-être plus que n'importe qui. En effet, si on regarde déjà leur empreinte écologique, elle est plutôt très faible par rapport aux autres. En France, l'empreinte écologique des 10% les plus pauvres est 2 fois inférieure à celle des 10% les plus riches. Ils sont aussi de façon subie, souvent, inventeurs de gestes écologiques et ils ont des pratiques frugales. Ils sont par contre souvent les premières victimes du dérèglement climatique. Et de manière générale, la fiscalité écologique pèse aussi plus fortement sur les ménages les plus pauvres. Son impact sur les ménages varie d'un facteur 4 entre le premier décile de revenus, elle représente 1,8% du revenu des plus pauvres, et le premier décile, où elle représente 0,4% du revenu des plus riches. Donc, on demande vraiment beaucoup d'efforts pour les personnes en grande pauvreté pour l'écologie. Et en même temps, on supprime plutôt les services publics de proximité, comme la santé, le transport, l'éducation, dont ils ont fortement besoin. Cette convergence des refus, elle est au cœur des réflexions du mouvement ATD Quart Monde aujourd'hui, réflexions qui doivent encore être approfondies au sein de notre mouvement sur l'écologie à partir de l'expérience des plus pauvres. Le mouvement ATD Quart Monde, il est ancré dans le monde, dans une présence auprès des familles en situation de pauvreté, et ces familles vivent souvent dans des environnements naturels très dégradés, dangereux. Et dans les causes de cet environnement dangereux, il y a toujours l'exclusion sociale, mais aussi des liens plus ou moins directs avec les conséquences du changement climatique. Notre présence permet de soutenir ou renouer des liens entre des gens pour ne laisser personne de côté. Ne laisser personne de côté qui est une priorité transversale au cœur des objectifs de développement durable que nous présentera Catherine tout à l'heure. Cette expérience permet d'interpeller aussi le monde politique sur la participation des plus pauvres aux réflexions sur les politiques de développement et de défense de l'environnement. On peut citer différents exemples sur le fait que les personnes en précarité vivent dans des environnements plus dégradés que d'autres. Ils vivent souvent en périphérie des villes, à proximité de décharges publiques, à proximité des stations d'épuration. Les métros, souvent, dans leur quartier, sont plutôt en aérien et pas en souterrain. Les transports en commun sont assez peu adaptés, desservent mal. Il n'y a pas d'espace de nature. Les logements sont mal isolés, les loyers, les factures énergétiques élevées. Les eaux pluviales sont souvent mal gérées et sont parfois à l'origine d'inondations locales. Changer un environnement naturel très dégradé et dangereux comme cela est une étape bien difficile. Il s'agit de convaincre l'ensemble des familles qui vivent dans cet environnement, les autorités publiques, les partenaires techniques, des partenaires financiers, que c'est possible de changer des situations qui semblent impossibles à changer.
Cela demande de l'acharnement. On peut citer ce quartier de Madagascar où jeunes et adultes se sont mis ensemble dans la boue d'un quartier et ont commencé à nettoyer rigoles et canaux avec des pelles. L'année suivante, ils ont construit un premier tronçon d'une allée en pavé écologique créé à partir de plastique récupéré grâce à la participation des familles du quartier, des autorités locales, du soutien technique d'une association d'ingénieurs malgaches et du soutien financier de l'ambassade de France. Une nouvelle étape du chantier d'assainissement a permis l'année suivante la construction d'un nouveau tronçon d'allée qui traverse maintenant tout le quartier. On peut citer aussi l'exemple des 26 familles, soit 95 personnes, habitant au lieu-dit le Trou-Poulet, dans le Val d'Oise en France. Alors qu'elles habitaient le lieu depuis des dizaines d'années dans un habitat de caravane très précaire, elles ont été expulsées en 2004 pour un projet de protection de l'environnement. Cette expulsion, sans offre de relogement, a mis les familles dans l'errance et leurs enfants en déscolarisation. En 2013, l'État français a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme à payer des indemnités et effectuer des propositions de relogement. Aujourd'hui, c'est encore un combat du mouvement pour que les familles ne reçoivent pas seulement une indemnité, mais soient vraiment relogées, ce qui n'est pas encore le cas. Les changements climatiques rendent la menace aussi de la pauvreté, de l'insécurité et de la souffrance comme une perspective personnelle inquiétante pour l'ensemble des citoyens et notamment les classes moyennes à travers le monde. Aussi, on peut se poser les questions, tant que le succès dans les classes moyennes, c'est gagner plus d'argent, consommer plus, comment les politiques peuvent-ils prendre des mesures pour faire face à l'urgence climatique ou pour prendre en compte ceux qui vivent déjà dans la pauvreté, l'insécurité et la souffrance? Tant que notre manière d'agir pour l'environnement ressort de la même logique individualiste qui est à l'origine du problème, comment trouver des solutions qui s'attaquent à la racine des problèmes? Et tant que notre manière d'agir ne prend pas en compte d'emblée ceux qui vivent aujourd'hui dans des situations les plus difficiles d'environnement, comment créer le déclic d'une action solidaire et collective face à l'urgence climatique? Tant que nous croyons que par le progrès technique, nous pourrons nous affranchir de notre milieu de vie en le transformant, le domestiquant, l'asservissant, comment nous reconnaître comme élément de la biosphère? Comment dépasser notre inconscient collectif contre la nature et comment accepter de s'adapter aux conditions naturelles? Tant que nous mettrons en avant aussi la rationalité, la spécialisation des savoirs, le séquençage et le découpage des tâches, comment être à l'écoute de nos émotions? Comment penser de façon globale, alors que pourtant c'est tellement nécessaire pour trouver d'autres modes de développement? Tant que nous considérerons la nature comme ressource en s'appropriant ce qu'elle produit, en mesurant ses utilités directes à notre développement pour les faire entrer dans le champ économique, comment dépasser les intérêts privés pour arriver à gérer des biens communs? Ces deux engagements, celui de la lutte contre la misère, de l'éradication de la misère et la lutte pour le changement, pour l'écologie, sont empreints d'une certaine radicalité, sans doute par l'urgence à agir. Pour l'urgence à agir, on pourrait citer dans le domaine de l'environnement la biodiversité compromise, l'accélération du changement climatique, les pressions exercées par un fort productivisme agricole, l'aggravation des pénuries d'eau, l'épuisement des ressources halieutiques, la déforestation, la pollution. Pour l'éradication de la misère, on ne peut qu'être indigné par la passivité de notre société par rapport à tant d'individus à travers le monde dont la dignité n'est pas respectée. Situation aggravée encore par les catastrophes climatiques qui tendent à s'accroître. L'urgence est d'autant plus grande que notre capacité d'adaptation au milieu s'amenuise avec la réduction de la biodiversité. Et cette diminution de notre capacité d'adaptation est particulièrement illustrée dans ce moment de pandémie, où il y a un lien direct entre pandémie, écologie et pauvreté. Joshua Lederberg disait « Les seuls vrais compétiteurs de l'humanité pour la domination de la planète sont les virus. Depuis 1940, des centaines de pathogènes sont apparus ou réapparus dans des régions où parfois ils n'avaient jamais été observés auparavant. VIH, Ebola, Zika, etc. 60% sont d'origine animale, les 2/3 d'animaux sauvages. Ces animaux vivent avec des microbes qui ne leur font aucun mal. Mais ce sont les mêmes activités humaines qui sont à l'origine du changement climatique, de la perte de la biodiversité et de par leurs impacts sur notre environnement du risque de pandémie. Les changements dans la manière dont nous utilisons les terres, l'expansion et l'intensification de l'agriculture, ainsi que le commerce, la production et la consommation non durable perturbent la nature et augmentent les contacts entre la faune sauvage, le bétail, les agents pathogènes et les êtres humains. C'est un chemin qui conduit tout droit aux pandémies. Nous en avons la triste illustration.
Nous avons ainsi offert à ces virus des moyens d'arriver jusqu'au corps humain et de s'y adapter. Le coût de la Covid-19 au niveau mondial a été estimé entre 8 000 et 16 000 milliards de dollars jusqu'à juillet 2020 seulement, et les coûts aux États-Unis pourraient atteindre 16 000 milliards de dollars d'ici fin 2021. Les experts estiment que le coût de la prévention et de la réduction des risques de pandémie est 100 fois moins élevé que ce coût de la réponse à de telles pandémies, ce qui fournit des arguments économiques forts en faveur de changements transformateurs. Si les émergences de virus sont inévitables, les épidémies ne le sont pas. Il existe des solutions, mais nous ne serons épargnés qu'en mettant autant de détermination à changer de politique que nous en avons mis à perturber la nature et la vie animale. Et là encore, dans cette période de pandémie, ce sont les plus pauvres qui paient le plus lourd tribut, avec une comorbidité qui est liée à la pauvreté dans le cadre du virus, qui est comparable aux comorbidités dites sociales, comme le diabète et l'hypertension. Les conséquences de la crise, avec une augmentation de personnes qui vivent dans la précarité, ou les situations de grande précarité qui s'aggravent par la perte des circuits habituels et par la perte des soutiens habituels. On peut rappeler aussi que l'éradication de la pauvreté a toujours été au cœur du développement durable. On trouve dans le rapport de Brundtland, pour la conférence de 92 de Rio, une définition du développement durable qui met au cœur l'éradication de la pauvreté, en disant: la Commission estime que la pauvreté généralisée n'est pas une fatalité. Or, la misère est un mal en soi, et le développement durable signifie la satisfaction des besoins élémentaires de tous, et pour chacun la possibilité d'aspirer à une vie meilleure. Un monde qui permet la pauvreté endémique sera toujours sujet aux catastrophes écologiques et autres. ATD Quart Monde était déjà présent à Rio et a participé à différentes COP pour faire valoir que non seulement les personnes en situation de pauvreté sont souvent les premières victimes des environnements produits et des catastrophes climatiques, mais elles sont aussi victimes des politiques de défense de l'environnement quand elles ne sont pas pensées avec elles. Le combat pour faire face à l'urgence climatique nécessite une évaluation de l'ensemble des politiques publiques en fonction de leur impact sur les 10% les plus défavorisés. C'est une revendication forte de notre mouvement. Il faut dépasser aussi l'idée des 3 piliers, économie, sociale et environnementale, de développement durable, qui ne peut être réduit à une de ces dimensions. Il est nécessaire que nous dépassions les approches thématiques spécialisées pour une approche plus intégratrice et une approche systémique. Pour connaître le tissu commun des choses, il faut relier les connaissances. Sinon, nous ne voyons que les fils séparés d'une tapisserie. Identifier les fils individuellement ne permet jamais de connaître le dessin d'ensemble de la tapisserie. Cette approche globale permet de mettre en avant l'intérêt général avant les intérêts particuliers. Elle permet aussi d'essayer de prendre en compte des conséquences long terme, ce qui est souvent un contre-courant de notre société de plus en plus pressée et au mandat politique très limité dans le temps. On peut souligner aussi le schisme de réalité dans l'attitude des gouvernements sur l'écologie. Le contexte de la loi climat et résilience en témoigne. Adopter un accord international ambitieux et universel sur le climat ne signifie pas que la feuille de route d'un État écologique soit écrite, on en a la preuve. L'État en France est fort, mais le traitement des questions écologiques à l'échelle nationale est traditionnellement très faible. Une journaliste disait: le découpage des politiques publiques fait de l'écologie une sorte de sparadrap du capitaine Haddock. En 1971, il y avait eu la création du ministère de l'Environnement, qui est un ministère donc récent, et qui s'était appelé le ministère de l'impossible. Par manque de moyens, mais surtout parce que l'écologie n'est pas considérée comme un projet global, mais comme un simple portefeuille sectoriel, et donc sans vision intégratrice ou systémique. De même, ATD revendique le fait de considérer bien la pauvreté dans l'ensemble de ses dimensions, et dans une étude récente a démontré ces différentes dimensions en montrant qu'elles étaient toutes liées et que rien ne pouvait être figé. Face à l'aménagement et au développement humain, la biodiversité est réduite, appauvrie. La réaction est aujourd'hui de réparer, de compenser, ce qu'en réalité on ne sait pas faire. On ne peut réparer que ce qu'on construit, et l'homme n'a pas construit les écosystèmes. Mais plus que cela, il s'agit aujourd'hui de prendre en compte la force des équilibres naturels. Pour penser de manière différente l'aménagement, trouver d'autres modes de production et permettre aussi de penser de façon nouvelle l'humain et la société. Cette prise en compte amène à repenser les relations interindividuelles, homme-nature et homme-institution. L'écologie, science systémique, est une science de la relation bien plus que l'économie,
dont vous trouvez quelques illustrations sur cette diapo, que je ne détaillerai pas trop, dont le parti pris libéral tend à ne considérer que les individus, allant jusqu'à nier la société, dont le plus révélateur est cette belle phrase de Margaret Thatcher que je vous ai remise. Quand Notre-Dame a brûlé, suscitant de nombreux dons, beaucoup ont fait des comparaisons avec la disparition mondiale rapide du patrimoine naturel pour lequel peu se mobilisent. Or, Baptiste Morisot estime que plus qu'un feu qui s'éteint, le vivant est un feu créateur. La biosphère peut être réduite, appauvrie, affaiblie, mais il suffira de quelques braises et d'une levée des contraintes humaines pour que le vivant puisse de nouveau foisonner, se répandre, se multiplier. Dans la situation actuelle d'incertitude sociale, environnementale ou morale, de crises diverses, on ressent nos fragilités et les fragilités du monde. Et pour dépasser ces fragilités, il faut avant tout dépasser l'approche des solutions techniques. Nous sommes à la fin d'un cycle de croyance que le progrès permanent réduit automatiquement les inégalités, offrira une vie meilleure pour les parents et pour les enfants, et que l'intelligence technique peut résoudre des situations humaines difficiles. L'homme a longtemps cru pouvoir s'affranchir de son milieu en le transformant, en le domestiquant, voire en l'asservissant, grâce au développement d'idéologies, grâce à des techniques, la technologie. En s'étendant, la sphère économique a rompu les amarres avec le milieu vivant qui la porte. La nature a ses propres rythmes qui ne sont pas ceux de l'activité humaine, et les atteintes sont devenues telles que c'est la reproduction tout entière du monde vivant qui en est la cause aujourd'hui, compromettant en retour la reproduction même des activités humaines, dont l'économie. À l'heure où de lourdes menaces pèsent sur notre environnement et où les certitudes scientifiques s'accumulent, il semble que l'homme soit incapable de protéger son bien le plus précieux, sa planète. Pourquoi ? Au-delà des causes économiques, politiques, culturelles, sociales, qui rendent ardue la protection de la nature, il en est une beaucoup plus cachée, insaisissable et sourde qui prévaut. L'homme occidental, maître économique actuel de la planète, a peur de la nature et de sa part d'animalité. Selon Terrasson, Jared Diamond ou autres, le rapport de l'homme à la nature est marqué par une peur ancestrale, d'où sa volonté de la domestiquer, de la maîtriser. Tout son développement de chasseur-cueilleur à l'agriculteur s'est fait par la maîtrise et la destruction de la nature, allant jusqu'à se l'approprier. Le terme de production agricole est souvent assez excessif. Ce n'est pas l'homme qui produit, c'est bien toujours la brebis qui produit l'agneau ou le blé qui produit ses propres épis. L'homme n'est qu'un facilitateur de ça. L'homme est tout petit dans l'histoire de la nature. Il suffit de regarder comment la société aménage son territoire pour voir ce qu'elle pense de la nature. Son inconscient collectif est bien contre la nature. Or, les sociétés qui détruisent la nature sont des sociétés souvent de répression émotive. La relation de l'homme à la nature est du domaine émotionnel. La nature nous met en face de nous-mêmes, de notre inconscient, nos fantasmes et nos pourvoyeurs de rêves, et nous oublions que nous sommes une petite partie de la biosphère. La domination de l'homme sur la nature crée des lieux de vie qui influencent nos inconscients. Sans doute que l'univers gris et rectiligne de certains quartiers incite beaucoup à la déprime, la révolte, le sentiment de ne pas exister. Peut-être qu'en tuant la nature, on tue aussi notre nature intérieure et notre émotivité. Comme la nature est méprisée, les plus précaires sont rendus invisibles. Comme la nature nous fait peur, la situation de certains nous pose problème car elle nous confronte à nos propres limites. Aussi, pour s'en protéger, il est tentant de se replier, de ne pas entrer en relation avec ces personnes. Or, il y a sans doute beaucoup de braises aussi à raviver chez les personnes en grande précarité. Il paraît essentiel de se poser la question de notre rapport individuel et collectif avec l'ensemble de la nature et de notre rapport avec ceux qui nous ressemblent le moins, du regard qu'on leur porte et des conditions sociales et politiques qui permettront de vivre ensemble en les rendant plus vivables. Christine Diaz, qui était représentante d'ATD Quart Monde à l'ONU, disait « Nos sociétés traitent la nature de la même façon qu'elles traitent ses membres les plus pauvres. Les personnes en situation de pauvreté ont été exploitées depuis des générations. Leur force de travail est utilisée et quand elle n'est plus utile, elle est mise au rebut. De la même manière, nous pillons les ressources naturelles et nous polluons sans prendre nos responsabilités de les régénérer. La manière dont nos sociétés traitent les personnes en situation d'extrême pauvreté est beaucoup plus vicieuse que la manière dont la nature est traitée. En effet, nous ne pouvons pas blâmer la nature à cause de sa dégradation, alors que nous pouvons attribuer aux personnes en situation de pauvreté la responsabilité de leur situation, ce que nous nous permettons de plus en plus de faire dans notre société actuelle. Le changement aussi n'est pas seulement nécessaire à cause de l'urgence climatique, mais parce que le modèle qui exploite la nature exploite, exclut et tue des personnes. Ce n'est pas seulement parce que les personnes en situation de pauvreté sont plus affectées par le changement climatique et par les mesures
pour combattre les changements climatiques. C'est parce que les premières victimes de nos sociétés prédatrices sont toujours les plus faibles, que le changement climatique les affecte ou pas. Les gens qui sont convaincus de mener la bataille environnementale sont convaincus qu'abuser de la nature aura un impact sur nos vies et sur les générations futures. Mais trop peu de gens pensent encore que la manière dont nous traitons les personnes en situation de pauvreté aura un impact sur nos vies et sur les générations futures. Il y a une inspiration très forte. C'est trop long? Oui, on va peut-être un petit mot de la fin, une phrase de conclusion. Oui, tout à fait. Oui, alors je vais juste aborder deux autres petits points sur le de la grande exclusion et aussi de nier donc l'apport scientifique et la question aussi de la propriété privée et des biens communs en fait qui sont voilà, qui sont aussi un gros obstacle à ces deux combats et le fait que les responsabilités sont diluées, c'est-à-dire personne n'est responsable tout seul de la dégradation de l'environnement, comme personne n'est responsable tout seul qu'il y ait un certain nombre de pauvres dans nos sociétés. Par contre, on a tous une petite part de responsabilité et c'est bien le cumul de ces responsabilités qui crée le problème et non pas la part de chacun. Voilà. Et merci beaucoup. Et excusez-moi de la longueur de mon intervention. C'est passionnant, c'est très difficile de te couper parce que c'est vraiment très, très intéressant et tu nous mets à la fois dans la complexité de tous ces refus, le refus de la fatalité, de la culpabilité et du gâchis humain que tu rappelles avec ce rapport à la nature, une nature qu'on exploite et une humanité que l'on ignore. Donc, et en même temps, dans tout ton discours, il y a aussi beaucoup d'espoir, je trouve. Pas seulement une prise de conscience, mais aussi il y a une possibilité de faire autrement à condition de retrouver l'humilité de l'écoute, d'être ensemble de cette humanité au service du vivant dans toutes ses dimensions. Voilà, je passe la parole à Catherine qui va enchaîner en présentant notre prochaine intervenante. Merci. Oui, merci beaucoup Isabelle et j'espère qu'il y aura des questions sur son intervention. En tout cas, une intervention très claire, très humaine, qui plante un peu le décor de la situation dans laquelle on se trouve. Donc maintenant, je vais vous présenter Marie Toussaint. Donc Marie qui, elle aussi, on va faire le lien tout de suite avec ATD Quart Monde. Marie Toussaint est fille de volontaires d'ATD Quart Monde, donc elle a été dès sa jeune enfance baignée avec les gens en situation de grande pauvreté en France et partout dans le monde. Et puis c'est aussi naturellement qu'elle a choisi aussi de devenir juriste pour justement défendre les droits des plus pauvres dans son parcours et à travers aussi l'écologie. Donc Marie, est-ce que tu es avec nous ? Et tout à fait. Ah, voilà. Bonsoir. Je suis contente de vous accueillir. Et Marie, donc, comme je disais, donc, par rapport à ATD, par rapport au militantisme écologique, puisque tu es députée européenne d'Europe Écologie Les Verts depuis 2019. Mais c'est aussi, c'est pas que pour ça qu'on t'a invité, c'est aussi pour ce petit livre qui rejoint ce qu'on est en train de discuter ce soir, qui est donc Ensemble, nous demandons justice, donc sur les violences climatiques et environnementales, livre que tu as écrit avec Priscilla Ludowski. Donc, c'est des témoignages donc, de situations de gens en grande précarité partout en France qui sont touchés par justement tout ce qui touche la destruction de l'environnement. Et donc, dans ce petit livre, il y a ta présentation, effectivement, où tu dis que ben, voilà, c'est tout naturellement que tu es devenue juriste pour défendre aussi les plus pauvres. Et pour terminer aussi, c'est aussi pour ça qu'on t'a invité, c'est par rapport à notre affaire à tous, l'affaire du siècle, puisque tu es une des cofondatrices de cette association Loi 1901 qui se bat et qui mène des actions en justice contre les gouvernements, comme Urgenda ici aux Pays-Bas, qui a eu cette action-là en 2015. Donc, ça a été pour nous aussi un lien tout à fait naturel de t'inviter. Donc, maintenant, je vais te laisser la parole pour que tu nous parles, toi, en tant que députée, qu'est-ce que tu fais, quel est ton rôle parlementaire à travers les lois, enfin, à travers toutes tes actions militantes, parce que je sais que tu es une activiste de terrain et qui effectivement fait bouger les choses. Et on en est plutôt content. Je vais te laisser la parole, Marie. À toi. Merci Catherine. Merci et bravo. Peut-être juste commencer par dire
voilà, que je suis contente d'être avec vous ce soir, évidemment parce qu'on est dans le cœur des sujets qui m'intéressent et que c'est toujours passionnant voilà, d'échanger sur ces liens entre justice sociale et environnementale, en particulier sur la question des plus pauvres, parce qu'elles sont trop souvent oubliées de nos débats. Et donc là, d'avoir tout ce temps dédié à cette question, c'est absolument essentiel. Mais je voulais aussi dire que je suis aussi contente de venir à ton invitation, Catherine, parce que tu as un soutien de très longue date de tout ce que je fais et que je ressens beaucoup voilà, de soutien, de solidarité, de sororité de ta part depuis longtemps, que ce soit pour les combats que je mène à travers Europe Écologie Les Verts, puis maintenant au Parlement européen, même si c'était déjà avant, et puis avec notre affaire à tous et cette sensibilité évidemment à la question de l'exclusion. Donc voilà, le petit mot pour commencer toutes ces questions-là. Alors, je le disais à Catherine avant d'arriver, je suis un peu malade, j'ai le dos coincé, pour être honnête. Donc, je vais voilà, vous parler un peu. Catherine, tu n'hésites pas à me relancer à travers les questions si je n'y réponds pas. Et puis, si vous avez des questions pour moi, c'est pas mal de les poser maintenant parce que je pense que je partirai avant que cette conférence soit terminée pour remettre mon dos bien au chaud et ne pas être encore dans un pire état demain. Mais pour revenir à la question qui nous intéresse ce soir, Catherine, tu as effectivement montré le livre que j'ai rédigé avec Priscilla, et ce livre-là, il entre en écho avec tout ce que nous a présenté Isabelle, que je remercie beaucoup. C'était une présentation très riche, très intéressante, et il y a pas mal d'éléments. D'ailleurs, je serais ravie d'avoir la présentation PDF, quoi, enfin PowerPoint. Il y a pas mal d'éléments qui sont centraux et absolument essentiels. C'est vrai qu'on a construit, je fais un petit retour en arrière, mais on a construit en Europe une philosophie selon laquelle c'était seulement la destruction de la nature qui nous permettait de nous émanciper, de libérer l'être humain des contraintes naturelles, et que ça allait être la recherche de la croissance, du productivisme et du détachement, de la manipulation, de l'exploitation de la nature qui allait nous rendre libres. Et dans la même dynamique, on a fait une révolution qui parlait du premier monde, qui parlait du second monde, les bourgeois, et du tiers-monde, alors du tiers-état plutôt que du tiers-monde, et on a oublié le quart-monde, qui étaient les laissés pour compte, finalement. Donc, ceux qui ne participaient pas du tout à cette révolution. Et donc, à peu près au même moment, on noue une alliance entre cette idée productiviste, mais aussi cette idée que cette société productiviste peut avancer vers un modèle de destruction de la nature qui soit aussi un modèle qui laisse les uns et les autres de côté. Et donc, en ce sens, quand on parle aujourd'hui avec la Commission européenne, même si j'y reviendrai plus tard, on est loin d'être au niveau des ambitions. Mais quand on parle aujourd'hui d'un Green Deal, d'une transition écologique qui ne laisserait personne de côté, on revient sur... c'est quelque part une révolution qui s'arrête pour l'instant au mot, hein, c'est ça qui est dommage, mais qui représente bien la révolution juridique, mais aussi politique et évidemment philosophique sur laquelle, qu'on doit mener aujourd'hui pour faire face à ce double enjeu de prendre chacune et chacun en compte, y compris le vivant. Je le soulève un petit peu dans le livre qu'on a écrit avec Priscilla, mais je l'ai soulevé plus tard, plus en profondeur. Isabelle a déjà fait de nombreux liens entre voilà, la philosophie des droits humains et de la lutte contre l'exclusion et la philosophie de la nature. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est la question des subalternes. Et Gramsci a montré en son temps que quand on écrivait l'histoire d'un peuple, en fait, il y avait toute une catégorie de personnes, parce qu'elles n'écrivaient pas, parce qu'elles ne témoignaient pas. Aujourd'hui, on pourrait dire aussi dans les journaux, sur les réseaux sociaux, même si c'est peut-être un peu en train de changer, mais on ne prenait pas leur voix parce qu'en fait, leur voix ne s'était pas exprimée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas, mais elle ne s'était pas exprimée, en tout cas dans les codes des sociétés de l'époque. Et puis, Gayatri Spivak, une chercheuse indienne qui mène des travaux de recherche aux États-Unis, a repris ce terme en disant « mais les subalternes peuvent-elles parler ?» et en racontant notamment l'histoire d'une jeune indienne qui avait mis fin à ses jours dans un geste très politique. Elle avait d'ailleurs laissé une lettre pour expliquer sa révolte politique et ça a été compris comme une
un asservissement à une coutume indienne dans laquelle des femmes mettent fin à leur jour voilà, pour des raisons coutumières. Et donc Gayatri Spivak montre que parfois ces voix-là s'expriment et qu'on ne les entend pas. Et ben moi, je crois aujourd'hui qu'on peut répondre aux défis du climat, des limites planétaires, de la nature en règle générale, en tenant compte des voix de chacune et de chacun, y compris de ces voix des subalternes que l'on n'entend pas aujourd'hui. Et j'irais même un cran plus loin. Je dirais que l'on ne réussirait à sauver la planète qu'en prenant compte et en intégrant pleinement les voix de celles et ceux qu'on appelle les pauvres et dont on ne veut toujours pas aujourd'hui. Et les exemples qui ont été donnés par Isabelle sont éloquents à cet égard. C'est-à-dire que si on prend des familles des gens du voyage, alors il y a la famille d'Herblay, mais il n'y a pas que la famille d'Herblay, il y a la famille des gens du voyage du Petit Quevilly, juste à côté de Lubrizol, la parole des familles des gens du voyage qui est installée à côté d'AZF, celles qui sont dans le pays de Gex, sur une carrière complètement polluée, ou encore les femmes d'Hélène Ronchin. Bref, dans la plupart des aires d'accueil des gens du voyage, c'est d'ailleurs très bien montré par William Hacker, on habite dans des zones dangereuses et polluées, ou polluées, et la plupart du temps dangereuses et polluées. Et si on écoutait les voix de ces familles-là, on pourrait peut-être comprendre qu'on a intérêt à garantir un environnement sain pour toutes et tous. De la même manière que les femmes et les hommes, notamment les ouvriers et les ouvrières agricoles de Guadeloupe et de Martinique, si on les écoutait aujourd'hui, on comprendrait qu'on ne peut pas autant polluer la terre, les sols, les écosystèmes, notre alimentation, avec des produits aussi toxiques que le chlordécone, qui par ailleurs vont rester dans les sols pour 5 à 700 ans et se transmettre par les cordons ombilicaux d'une maman à son bébé. Si on écoutait ces personnes-là, si on écoutait ces mamans-là, on comprendrait qu'on ne peut pas continuer à intoxiquer la terre. Alors, je ne donne que 2 exemples, mais des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a pléthore au niveau mondial. Et c'est là l'enjeu de la justice climatique, aussi comprise comme la nécessité pour les pays les plus pollueurs de rembourser quelque part leurs dettes climatiques. Mais aussi au niveau de nos territoires, et c'est là où le concept de la justice environnementale tel qu'il est issu des mouvements des droits civiques, du mouvement noir aux États-Unis dans les années 70-80, est absolument essentiel pour diriger peut-être, pour donner une direction à la trajectoire politique que l'on veut développer. Donc avec Priscilla, on a essayé de faire ce tour de France. Je continue cette bataille-là. Je participe notamment à des universités populaires avec ATD Quart Monde. Et peut-être un point que j'aimerais ajouter à celui d'Isabelle. Isabelle a parlé de la culpabilité, mais ce que j'entends aussi beaucoup auprès des populations, enfin des personnes qui vivent en situation de pauvreté, c'est il y en a marre qu'on nous foute la honte. Et en fait, on a des grands pollueurs, et je reviendrai juste après sur la politique climat de l'Union européenne, mais on a des grands pollueurs qui disent mais de toute façon, les pauvres, ils aiment bien polluer. On a par exemple François de Rugy qui, au moment où on lance l'affaire du siècle, dit ah bah tiens, les gilets jaunes, de toute façon, c'est des pauvres, c'est des ploucs, c'est des pollueurs. Et donc, en fait, si on n'agit pas pour le climat, c'est de leur faute. On a cette rhétorique-là qui existe. Et donc, les personnes en situation de pauvreté, elles disent mais attendez, nous, on a des modes de vie frugaux, ce que disait Isabelle, et on vient nous dire que c'est nous qui polluons. Mais en fait, donnez-nous les sous, nous, on sera ravis d'acheter de l'alimentation bio. Si on a les moyens de le faire, on sera ravis. C'est bon pour la planète, c'est bon pour notre santé, c'est bon pour nos enfants. Ce sera super. Et si on a les sous, on pourra acheter des produits moins consommateurs, d'énergie notamment, et de terres rares et compagnie. Si on a les sous, on le fera. Si on a les sous, on pourra changer, rénover nos logements. Voilà. Et donc, ils disent qu'il y a une espèce d'hypocrisie de la part des plus riches et des plus pollueurs qui nous stigmatisent comme refusant l'action pour le climat et l'environnement, alors que nous sommes plus exemplaires qu'eux en termes de pratique, et qu'en plus de ça, on aurait envie d'agir, mais on ne nous en donne pas les moyens, et on nous condamne à l'inaction. Et ça, ce n'est pas possible qu'on continue à nous pointer du doigt, à nous stigmatiser et à nous dire qu'on devrait avoir honte d'être ce qu'on est, parce que finalement, c'est à ceux qui maintiennent le système actuel de domination des êtres humains et de la nature que revient la responsabilité de créer cette situation-là et d'entraver toute transition écologique et solidaire. Alors, j'en viens maintenant
à la fois à notre affaire à tous et aux discussions qu'on a sur la loi climat. Puis je vais vous dire un petit mot sur l'écocide, puis après je vais m'arrêter, parce que sinon on pourrait parler des heures. Mais voilà, quand j'ai fondé notre affaire à tous, j'avais comme volonté d'œuvrer à la reconnaissance des droits de la nature. Donc, je vous l'ai dit, pour moi, sont une forme de condition de respect des droits humains et vice-versa, puisque seule la prise en compte de la voix de chacune et de chacun peut permettre de protéger le vivant. Donc, un lien vraiment essentiel. J'avais envie de promouvoir cela, de promouvoir aussi la condamnation des écocides. Je sentais bien que le climat était le sujet qui allait attirer l'attention et qu'il y avait effectivement une urgence climatique très forte. Je le crée, tu l'as dit, Catherine, parce que, ayant grandi chez ATD Quart Monde, je sais que on ne peut pas considérer que donner par le haut suffit, mais que le droit est une manière de donner des outils à chacune et de chacun de se battre par ses propres moyens. Et donc, j'avais grandi aussi dans cette conscience-là, avec la volonté de dégager, de faire reconnaître les droits de la nature pour qu'on ait un vrai levier qui permette de respecter la dignité aussi qui est celle du vivant. Et aussi la conviction que si on n'arrivait pas à faire avancer les lois par le haut, en rédigeant des textes au niveau national, européen ou international, on pouvait le faire avancer par le bas en faisant émerger des décisions de justice, de jurisprudence, qui viendraient pouvoir changer la loi par le bas et créer une forme de coutume et au sein des États et au niveau international. Et d'ailleurs, la victoire de Urgenda, qui intervient à peu près au moment où je fonde notre affaire à tous, était une preuve que cette intuition était la bonne et qu'il fallait qu'on continue. Par contre, ce qui était important pour moi, c'était que cette action en justice-là, elle ne soit pas celle strictement de notre affaire à tous, de potentiels experts, de juristes, mais que ce soit bel et bien une action citoyenne globale qui intègre tout le monde. Et alors là, on a vu avec Urgenda que dans notre système juridique, qui est très proche entre les Pays-Bas et la France quand même, ça a été la plainte de Urgenda et pas des 900 citoyens avec qui ils avaient travaillé qui a été retenue. Donc, on a réuni des associations, on a lancé l'affaire du siècle avec cette pétition qui était pour nous absolument essentielle et qu'il était d'autant plus qu'effectivement, le mouvement des Gilets jaunes était en cours et qu'on a pu montrer qu'entre la pétition portée par Priscilla et celle de l'affaire du siècle, il y avait beaucoup de signatures en commun et une même volonté de répondre à cette double urgence qui est l'urgence écologique et l'urgence sociale. Et que tout ça pouvait aller de pair et qu'on pouvait imaginer des politiques climatiques justes et qu'on pouvait imaginer des politiques de justice sociale qui soient respectueuses et qui protègent le climat et l'environnement. Alors malheureusement, on a beau avoir cette victoire-là en France, on a le gouvernement qui nous met sur la table un projet de loi climat qui ne nous permet même pas de tenir les objectifs aujourd'hui fixés pour 2030, c'est-à-dire de 40% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, et ceci alors même que la Convention citoyenne pour le climat, qui a émergé de cette jonction entre les mouvements pour la démocratie participative, le mouvement des Gilets jaunes et l'affaire du siècle, avait formulé 149 propositions qui étaient censées, si elles avaient été effectivement dans ce projet de loi, nous permettre de tenir ces objectifs-là. Et le projet de loi est présenté quelques jours à peine après que le tribunal administratif de Paris ait donné raison à l'affaire du siècle et suppose donc une ambition plus grande de la part de la France, ce que demande aussi le Haut Conseil pour le climat, ces scientifiques indépendants qui analysent les politiques que l'on mène. Mais quand on lève un peu plus haut les yeux, on voit bien que la France, en plus de ça, savait qu'il y aurait un nouvel accord européen pour le climat qui irait encore plus loin. Et donc, on est en train de soutenir une loi climat européenne, qui est trop faible, qui ne nous permet pas de tenir l'accord de Paris, voilà, mais qui, de toute manière, va au-delà des objectifs de 40% que la France s'est fixé. Donc la France, même si elle a été condamnée, persiste dans une politique climatique trop peu ambitieuse et à nouveau en prenant l'excuse de la justice sociale et de la situation des plus pauvres. Donc c'est vraiment un argument qui est constamment dressé comme une entrave à l'action, alors même, tout ce qu'on s'est dit avant, que les plus pauvres sont les premiers à souffrir du dérèglement climatique, qu'ils souhaitent l'action et qu'on leur refuse les moyens pour agir par eux-mêmes. Et puis au niveau européen, on a cet accord qui a été trouvé à 5 heures ce matin, donc votre webinaire tombe bien, et où on a des proclamations victorieuses
de la part des dirigeants actuels de l'Union européenne qui restent enfermés dans un carcan productiviste et croissantiste, qui nous disent « mais c'est fantastique, on a rehaussé nos objectifs à hauteur de 55, voire même de 57%, on entend parfois », alors qu'en réalité, ils ont changé les modes de calcul et que si on reste sur les mêmes modes de calcul, on est sur un 52,8%. Ils font ça en prenant en compte des puits carbone, des forêts, des prairies, des zones humides. Bon, voilà, ils ont changé les calculs, c'est ça qu'il faut retenir. Et qu'alors qu'on avait besoin, en restant dans les mêmes méthodes de calcul, d'au moins 65% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, c'est ce que nous disent les scientifiques, pour respecter l'accord de Paris qu'on a signé en Europe à Paris en 2015, eh bien, on adopte l'objectif de 52,8%. Et en plus de ça, sans l'associer à des dispositifs détaillés, pays par pays, avec un accès à la justice qui permettent de garantir que cet objectif soit bien tenu. Et donc, sur ce sujet qui est le pilier central du Green Deal, normalement, c'est la pièce maîtresse qui permet à l'ensemble du Green Deal de tenir debout. On a une forme d'abandon de l'accord de Paris de la part de l'Union européenne qui tenait surtout et en priorité à arriver demain et à s'asseoir à la table virtuelle du sommet avec Joe Biden à annoncer des objectifs élevés. Et en plus de ça, dans le même temps, on a Joe Biden qui propose la lutte contre les paradis fiscaux, la taxation des multinationales, et l'Europe qui traîne des pieds et la France qui œuvre en catimini pour que le texte ne soit pas adopté. Donc juste pour finir sur la bataille de l'écocide, le réchauffement climatique d'origine anthropique est un écocide. On a une poignée de firmes seulement, 100 firmes, qui sont responsables de 71% des émissions de gaz à effet de serre entre 1988 et 2015. 2015, l'accord de Paris, 1988, on connaissait déjà l'origine du réchauffement climatique. C'est l'année de la création du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, soutenu par la communauté internationale. Donc, alors qu'on savait, on a continué à polluer et on a pollué encore plus que ce qu'on avait pollué pendant le siècle et demi qui venait de s'écouler. Et hier, l'Agence internationale de l'énergie nous prédit que cette année, en 2021, on comptera 5% d'émissions de gaz à effet de serre en plus que l'année passée. Donc, le modèle, il n'est pas encore prêt à changer. La reconnaissance de l'écocide, c'est un vrai pilier pour la reconnaissance de la valeur intrinsèque du vivant. Et donc, pour ce changement de paradigme dont je vous parlais au départ, ce n'est plus l'être humain qui domine la nature, mais c'est l'être humain qui est interdépendant avec le reste du vivant. On l'espère, ce sera une vraie œuvre de justice sociale parce que les victimes d'écocide sont souvent celles et ceux qui, à l'échelle mondiale comme de nos États, sont en bas de l'échelle sociale, tandis que les responsables de ces écocides sont souvent ceux qui sont en haut, et je dis bien ceux et pas celles cette fois, parce que c'est quand même régulièrement des hommes, voire quasiment tout le temps. Et donc, on a besoin de condamner ces écocides et on a besoin que toutes les voix s'additionnent. On a aujourd'hui un débat au sein de la Cour pénale internationale avec des pays comme les républiques des Vanuatu, des Maldives, mais aussi de la Belgique qui portent ce combat-là. Moi, j'ai lancé en octobre dernier une alliance internationale des parlementaires pour la reconnaissance de l'écocide. On discute, il y a des membres de partout, des Philippines, d'Australie, des États-Unis, du Brésil et de plein de pays d'Europe, la Belgique, les Pays-Bas aussi, la France évidemment, l'Espagne. Voilà, on essaye tous d'avancer de concert pour que les choses avancent, à la fois au niveau international, mais aussi dans chacun de nos États membres. Et on ne sera jamais trop nombreuses et trop nombreux à le défendre. Et donc, je finis en remerciant à nouveau Catherine pour son soutien dans cette bataille essentielle. Merci beaucoup, Marie, et merci de tes remerciements, mais tout le travail que tu fais avec tous tes collègues parlementaires ou tout ce que tu fais aussi avec les citoyens, les manifestations, tu es toujours sur le pont, toujours en première ligne. Donc là, je pense qu'il va falloir que tu prennes un petit peu soin de toi, effectivement, parce que ça fait beaucoup. En tout cas, merci. J'espère que, pour l'instant, on n'a pas de questions dans le chat, mais écoute, ce que tu nous as dit, c'est encourageant et ça ne l'est pas non plus, parce que d'un point de vue politique, les choses, il y a des choses qui bougent, mais pas trop. On aimerait tellement que ça bouge plus, parce que malheureusement, il y a urgence quand même à agir pour sauver notre planète, parce que bon, c'est quand même l'endroit où on vit, où on respire, où on mange. Donc, il va falloir que tous ensemble, on en prenne soin, et pas seulement que les politiques, mais aussi les citoyens. Et là, maintenant, je vais redonner On va te remercier, si tu veux bien. Moi, que tu veux y rajouter un mot avant de... Non, c'est bon pour toi. Mais en tout cas, merci beaucoup, Marie, et puis repose-toi bien. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Et je vais laisser la parole à Christine, qui va nous introduire Catherine maintenant.
À toi, Christine. Merci Catherine, et merci Catherine d'être là. Donc Catherine, tu es conseillère municipale à Groenlingst et à Delft, et surtout ce qui est très beau dans ton engagement, c'est que tu essaies d'être au niveau d'une traduction. Quand on a préparé, on parlait de l'importance de traduire des objectifs, des valeurs, et en ce qui te concerne, traduire ces objectifs du développement durable qui ont été acceptés au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Ils constituent ce qu'on appelle l'agenda 2030, et chacun de ces objectifs vise d'éradiquer la pauvreté dont on a parlé déjà ce soir et de protéger la planète et de garantir la prospérité pour tous. Donc, je me souviens, à Télécarmonde, on était très, très heureux parce qu'enfin, on voyait l'interdépendance entre des objectifs globaux tellement essentiels chacun. Le premier de ces objectifs, c'est l'éradication de la pauvreté, pour le nommer, mais je peux en nommer un autre qui est la réduction des inégalités dans les pays, ou un autre encore qui est de promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives. Alors, comment ça se passe au niveau local, au niveau de la municipalité, au niveau de cette traduction de ces objectifs si essentiels? Tu peux nous en dire plus? Très volontiers. Merci de cette introduction. Je vais partager ma présentation. Voilà. Est-ce que vous pouvez la voir? Vous pouvez la voir? Et je voudrais aussi vous avertir, j'habite depuis plus de 30 ans bientôt à l'étranger, donc j'ai parfois du mal à parler français. Donc excusez-moi d'avance si parfois j'ai un peu un vocabulaire bizarre, mais voilà, comme ça, tout le monde reste flexible. Donc les objectifs de développement durable à Delft, c'est un excellent outil pour la participation citoyenne et pour justement collaborer tous ensemble pour plus de justice environnementale et sociale. Donc, il y a beaucoup à dire et j'ai choisi de mettre l'accent ce soir sur, très court, qu'est-ce que les objectifs de développement durable, quelle est la situation à Delft, très concret, et vous. Donc, j'ai mis à la fin quelques suggestions si vous voulez en savoir plus et si vous décidez de passer à l'action, vous avez des idées. Alors, les objectifs de développement durable, attention, les voilà. Alors, il y en a 17, comme a dit Christine, avec le premier, la pauvreté. Mais si vous regardez bien, il y en a, il y a celui qui réduit les inégalités, il y a aussi les égalités entre les sexes, la jeunesse, etc. Donc, ça reprend un peu les principes que disait Isabelle. On ne veut laisser personne de côté. On voit que c'est quelque chose qui est tout le temps là-dedans. Et une des forces aussi de ces 17 objectifs, c'est que d'un coup, on voit tout le système. Et ça rejoint aussi l'idée que Marie et Isabelle disaient, il faut un changement de paradigme et il faut une solution systémique. Et c'est pour ça que ces objectifs, dans le cadre de l'agenda 2030, sont un très bon outil et offrent une très grande chance. Bien sûr, il faut rester vigilant, que ça ne reste pas au niveau d'affaires de communication, etc. Mais il y a une très bonne chance à prendre pour vraiment apporter du changement durable. Donc, on l'a déjà dit, en 2015, adopté par plus de 200 États membres. En bref, ce sont un peu les successeurs des Millennium Goals, mais comme ça a été dit par les deux intervenantes avant moi, pour la première fois dans une initiative, le social et l'environnement sont dans un système. Et ils sont aussi concrets parce qu'il y a 17 objectifs, il y a aussi 169 sous-objectifs qui sont tous entrelacés. J'avais du mal à trouver le mot, interconnectés donc. Je veux mettre celui-ci en évidence, c'est l'égalité entre les sexes, et il y a eu des grands combats sur celui-ci au niveau des Nations Unies parce que beaucoup de pays ont
n'était pas très chaud pour le mettre. Et ça montre, même si les objectifs sont interconnectés, il est très important d'avoir quand même des stand-alone objectifs, donc des objectifs qui sont nommés à part aussi. Donc c'est important parce qu'en 2030, quand on va renégocier pour le futur, c'est important de garder ça en tête. La force des objectifs du développement durable, à mon avis, on l'a déjà dit, c'est le social et l'environnement, donc un cadre, la première fois ensemble. Le deuxième, c'est que ce sont des objectifs qui sont valables pour les pays en voie de développement, mais aussi pour les pays développés. Les Millennium Goals, c'est un peu comme les droits de l'homme, les droits humains. On pense tout le temps, oh oui, c'est là-bas, dans les autres pays, mais pas chez nous, aux Pays-Bas ou en France. Et là, les objectifs sont clairs. Il s'agit de mettre en place ces objectifs, de les remplir chez nous, aux Pays-Bas, en France, mais aussi dans les autres pays. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui est très fort. Et aux Pays-Bas, par exemple, le Premier ministre Rutte s'est engagé à remplir ses engagements. Donc, c'est vraiment quelque chose au niveau national où on a un contrat moral ou plus que moral. Et surtout, c'est revenu dans les interventions de Marie et d'Isabelle, ça entraîne aussi à penser au long à l'avenir, donc pas simplement au court terme, mais aussi au long terme. Donc, et ça se retrouve aussi dans un des objectifs qui est aussi avec l'éducation et les jeunes, etc. Donc, on pense on pense aux générations futures. Donc, ça aide à briser ce paradigme dans lequel on est de croissance et aussi de court terme. Là, j'ai un peu voulu résumer les trois. Pourquoi c'est un outil qui peut être efficace? C'est que ça apporte une vision de transformation qui est positive pour le futur. Donc, on ne reste pas dans les problèmes, mais on dit il y a une solution, on peut y arriver, et intégrale, de nouveau interconnectée. Voilà, je vais d'abord mettre. Ensuite, l'idée de partenariat est aussi intégrée très fortement dans les objectifs de développement durable et de connexion. Il y a des connexions avec tout le monde et aussi la participation citoyenne et l'inclusion. Donc, les gens avec un handicap, par exemple, ou les jeunes, ou les femmes, ou les gens avec les migrants, etc. Et au niveau concret, ça se traduit de cette façon, c'est que cette vision de transformation positive et intégrale, au niveau politique, ça nous donne un cadre dans lequel on peut discuter ensemble. Donc, on n'est peut-être pas d'accord sur la façon de mettre en place ces objectifs. On peut décider d'avoir différentes priorités, plutôt cet objectif ou plutôt l'autre, mais on peut peser le pour et le contre et surtout, on a un cadre où on peut mener une discussion politique pas objectif, mais dans un cadre sécurisé ou constructif. Voilà. Et la deuxième, c'est les partenariats et les connexions, et ça aide à changer ce paradigme, ça aide à mettre en conscience. Et on voit par exemple dans l'exemple de Delft, il y a beaucoup d'entreprises qui aussi suivent ce chemin des objectifs de développement durable. Donc, quand l'argent, si je peux le dire de façon crue, où les entreprises se mettent à être intéressées, c'est tout le temps intéressant parce qu'on a des partenaires très différents et c'est pour ça qu'il faut rester quand même vigilant que ça ne reste pas une opération de communication. Et ensuite, la participation citoyenne et l'inclusion, ne laisser personne de côté, c'est aussi très fort dans les objectifs et ça aide aussi au niveau de la politique parce qu'aux Pays-Bas, c'est une société très égalitaire et très décentralisée et pour nous, au niveau politique du conseil municipal, quand il y a des initiatives dans la ville, ça nous aide à mettre en place une discussion, un débat ou de suivre les initiatives qu'il y a dans la ville. Et c'est ce qu'on, très rapidement, si vous devez tout oublier de ce soir, rappelez-vous ces trois points. Alors, bien sûr, au niveau de les objectifs aux Pays-Bas, c'est très pratique parce que le système politique aux Pays-Bas est très décentralisé. Il y a 3 niveaux. Il y a l'État national, les provinces et les municipalités. Il y a aussi le système des eaux, mais j'ai fait simple. Hein, donc. Et je ne sais pas si ce que je vous dis ce soir est valable pour les autres contextes politiques, il faudrait voir. Mais aux Pays-Bas, en tout cas, c'est très pratique.
Parce que, bon, déjà, ce qui est valable pour tous les pays, c'est l'objectif ELF, les villes et les municipalités durables. Donc ça, c'est valable pour tout le monde. Mais aux Pays-Bas, il y a 92 des sous-objectifs qui sont qui sont la responsabilité des villes, où les villes sont impliquées. Donc, de façon très concrète, ce sont les villes qui peuvent apporter un changement. Et en ce moment, le VNRE, c'est l'association de toutes les municipalités aux Pays-Bas, qui, le directeur a dit aussi qu'il est très important que les municipalités ne soient pas regardées par tout le monde comme simplement les exécuteurs de tous les plans qui sont faits au niveau national, mais qu'au niveau national, au niveau local, il y a beaucoup d'initiatives et il y a beaucoup de... Les municipalités peuvent être des acteurs. Et il est important que cette connaissance remonte aussi au niveau des Nations Unies pour que ce soit aussi intégré. Et bien sûr, la démocratie hollandaise, en ce moment, il y a une grande discussion parce que les municipalités ont reçu beaucoup de responsabilités, notamment depuis 2015. Par exemple, la pauvreté, c'est au niveau des municipalités. Aussi, beaucoup d'autres choses comme l'inclusion ou aider les gens, des personnes handicapées ou des personnes, les soignants, les aidants, etc. Mais en même temps que ces responsabilités, il n'y a pas eu assez d'argent déversé. Donc, il y a des tensions, bien sûr, mais il y a surtout beaucoup de chance. Donc, c'est en dehors de cette discussion actuelle. Les Pays-Bas ne seraient pas les Pays-Bas si tout le monde n'avait pas été avec toutes ces initiatives. Donc, si vous cherchez des initiatives sur les objectifs de développement durable au niveau local aux Pays-Bas, il faut chercher pour VNRE international, les Gemeente for Global Goals, ça veut dire municipalité pour les Global Goals. Les objectifs de développement durable en hollandais, ça se dit Global Goals. Ou alors SDG, c'est les Sustainable Development Goals. Et il y a celui au niveau de Nederland. Il y a aussi le Charter. Et là, c'est là qu'on retrouve les entreprises notamment. Et il y a des SDG House un peu partout. Et même à Delft, il y a certains partenaires qui veulent essayer de mettre une Global Goals ou ODD House à Delft. Très important aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives. Et ça, c'est une brochure qui a été faite où comment mettre en place comment implémenter, comment mettre en place les objectifs de développement durable dans la politique des municipalités. Donc, par objectif, par exemple celui-ci sur la pauvreté, il y a les documents politiques les plus importants et les domaines où la municipalité peut faire une différence et comment ça améliore les objectifs de développement durable. Et ça fait que c'est très concret et ça peut aider les fonctionnaires ou les municipalités à mettre en place de bons plans. À Delft, alors, comment est-ce qu'on a fait ? Déjà, je vous invite à venir à Delft. Ce n'est pas seulement la plus belle ville des Pays-Bas, mais on a aussi la plus belle mairie. Donc, vous êtes les bienvenus de venir voir Delft un jour. Et vous pouvez aussi regarder le website de Delft for Global Goals. Et en tant que conseillère municipale, je suis tout le temps très contente de voir toutes les initiatives et la force et les idées qu'il y a dans notre ville. Et ça, c'est le résultat de citoyens qui ont pris l'initiative de développer, de faire une organisation, Delft for Global Goals, et ils regroupent un peu tout sur leur website, tout ce qui se passe à Delft là-dessus. Ils cherchent aussi le partenariat avec tout le monde, avec la mairie, etc. Donc, très, très actifs, vous pouvez regarder. Et ils essaient aussi de le mettre dans différentes langues. Donc, si vous voulez aider en traduisant, par exemple, en français, laissez-moi un message. Ça, c'est central dans l'idée des objectifs de développement durable à Delft. Donc, je pense tout le temps du triangle. Et à l'intérieur, vous avez cette roue, ce cercle virtueux qui peut se mettre en place, ce moteur, c'est les objectifs de développement durable. Et il y a d'un côté la politique avec le conseil municipal et la mairie, donc le maire et les citoyens, les adjoints au maire, et il y a toute la société, toute la ville de Delft, donc les citoyens, les organisations, les entreprises, l'université. Et il est important que les trois se mettent en place et que ce ne soit pas
que la mairie, par exemple, le top-down, donc dise aux citoyens, vous devez faire ça, vous devez faire ça, ou que la politique essaie de pousser, mais que la ville reste en retrait. Ce qui est bien, c'est que tout le monde prend sa responsabilité et qu'on se renforce les uns les autres. Et en Delft, c'est ce qui s'est passé, c'est que en 2017, dans le programme des élections de GroenLinks, on avait mis les objectifs de développement durable. Et en 2018, après les élections, on a été le plus grand parti. Donc, il a été possible pour nous de mettre dans l'accord de coalition les Global Goals. On a dit qu'il était important que la politique de la ville soit mesurée selon le modèle ou les objectifs des objectifs de développement durable. Et en 2019, on a eu aussi une session de préparation avec les conseillers municipaux pour un peu leur expliquer qu'est-ce que c'est les objectifs de développement durable. Et en parallèle, dans la ville, il y avait beaucoup d'initiatives. Par exemple, le IHI UNESCO, c'est l'institut un centre d'expertise sur l'eau. Et on s'aperçoit, donc chacun était un peu dans son coin en train de faire quelque chose sur les Global Goals. Et en travaillant ensemble, donc en tant que conseillère municipale, en prenant contact avec les citoyens qui ont fait beaucoup d'initiatives. De son côté, l'adjoint au maire chargé des Global Goals a aussi développé beaucoup de contacts, dont beaucoup de ses connexions. Et on a été aussi sur le site de VNRE International comme un exemple de ville pour mettre les Global Goals de façon prominente dans les accords de coalition. Et on voit, et récemment aussi, Delft a parlé à une conférence de VNRE sur les objectifs de développement durable sur MEX, M-A-E-X. C'est une organisation qui aide certaines initiatives donc de citoyens et qui a aussi intégré les Global Goals, et notamment pour mesurer quel est l'impact d'une initiative en termes de chacun des Global Goals. Donc, ce sont des initiatives qui... oui, c'est un cercle vertueux, pour ainsi dire. Ce que je vous ai montré, les trois choses qui étaient très importantes, et c'est là que revient la notion de traduction que Christine nommait. Donc, en haut, la vision de transformation, c'est nous, les politiques, et en bas, il y a les participations des citoyens. Et donc, pour nous, en tant que conseillers municipaux, c'est écouter les initiatives, voir, et ensuite de voir quelle est l'énergie qu'il y a dans la ville et qu'est-ce que ça veut dire en tant que gestion, au niveau politique, qu'est-ce que ça veut dire pour la politique de la mairie, comment est-ce qu'on peut traduire ce qui se passe sur le terrain sur papier, un peu comme Marie qui a dit je vais être juriste au service des exclus. Nous, en tant que politique, on est au service des citoyens, et ce qu'ils font à la base et sur la pratique, comment est-ce qu'on peut transformer ou multiplier en l'intégrant dans la façon de travailler de la municipalité. Et entre-temps, il y a aussi au centre les partenariats, que tout le monde est en connexion avec tout le monde, comment est-ce qu'on peut apprendre. Et une de ces traductions que l'on a faites, c'est cette motion des Global Goals qui a été acceptée à Delft avec une grande majorité le 5 novembre 2020. Et le 5 novembre, c'est mon anniversaire. Donc, je peux vous dire, c'était mon plus beau cadeau d'anniversaire. Et là, bon, je vous l'ai mis en hollandais, mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans notre motion, ce que l'on demande, une motion, c'est en fait les conseillers municipaux demandent à la mairie ou à l'adjoint au maire, faites ceci, c'est la volonté politique des représentants des citoyens. Et donc, ce que l'on a mis, c'est de mettre que la Delft soit officiellement inscrite en tant que Gemeente pour ville pour les Global Goals avec VNRE, et on a demandé que ce soit aussi dans l'implémentation de la politique ou de ce que fait la mairie, que ce soit mis aussi
dans, par exemple, les notas ou les notices que l'on reçoit, que l'on voit, ou dans le budget, par exemple, que l'on voit, quel est l'impact des Global Goals ou comment sont intégrés les Global Goals. Donc, c'est le numéro 1, la vision de transformation intégrale. Un des exemples, c'est par exemple dans la Omgevingsvisie, c'est une vision à long terme sur tout ce qui concerne l'espace public, le territoire, tout l'espace physique autour de nous. Et une façon de changer le paradigme, c'est au lieu de voir simplement l'espace physique comme physique simplement, c'est d'intégrer la notion du social. Donc, par exemple, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que ça favorise le bien-être des gens? Par exemple, est-ce qu'il y a assez de verre pour que les gens puissent aller faire des promenades ou des choses comme ça? Donc, c'est ce que l'on a demandé. Donc, c'est le numéro 1. Le numéro 2 que l'on a demandé, c'est que la mairie fasse ça, informe bien la ville pour que la ville entière soit au courant de ce qui se passe. Et c'est le numéro 2 et 3, donc les partenariats, mais aussi la participation citoyenne, donc informer la ville, mais aussi faciliter les initiatives qu'il y a dans la ville. Et on a demandé aussi en collaboration avec le conseil, donc nous, voir comment est-ce qu'on peut implémenter à Delft les objectifs de développement durable. Donc c'est un peu le milieu ici, les partenariats. La ville est très active, l'adjoint au maire est très actif aussi avec les entreprises, les autres organisations, mais en tant que, ça rejoint le triangle, en tant que conseillers municipaux, on voulait aussi apporter notre participation, apporter notre propre responsabilité. Et il y a une chose qui nous tient à cœur, c'est dans un an, il y a les élections, c'est de pouvoir ancrer cette façon de travailler dans la ville, dans la mairie, et aussi au niveau du Parlement aux Pays-Bas, il y a adopte un ODD. Donc, certains politiques ont choisi un ODD et il se déclare, je vais essayer de tout le temps penser, de mettre ma lunette ODD 5 par exemple ou 6 sur l'eau et je vais essayer à chaque fois de penser cet objectif dans ma tête. Et c'est une initiative qui m'a beaucoup parlé parce qu'il y avait des exemples par exemple de quelqu'un, un politique d'un parti politique chrétien très conservateur qui finalement n'aurait peut-être jamais parlé à quelqu'un qui est à l'opposé de ce spectre politique, mais parce qu'ils ont tous les deux le ODD 6 sur l'eau, ils se retrouvent sur l'eau. Et peut-être qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils se retrouvent, ils parlent, et c'est quelque chose qui me parle beaucoup, ces connexions, et surtout, comme je le disais au début, dans un contexte positif et constructif. Donc, agree to disagree, mais au moins on se parle et on est connecté. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je sais qu'avec mes collègues des autres partis politiques, on aimerait continuer ces initiatives. Donc là, j'ai mis un peu, vous pourrez lire dans la présentation tout ce qu'on a fait. Et là, c'est un peu on s'aperçoit que les dernières années, j'ai bu beaucoup de café, beaucoup de thé avec beaucoup de politiques pour préparer. Vous savez, la politique, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup d'humains. Et là, à l'été 2021, c'est la date qu'on a mis où la mairie doit faire un retour au conseil sur qu'est-ce qui s'est passé au niveau des Global Goals. Mais le 25 septembre, c'est tout le temps la date anniversaire des Global Goals et c'est la date où les citoyens dans la ville ont envie que ce soit officiel, qu'il y ait une grande campagne d'information. Donc, c'est aussi la date que j'aimerais bien avoir où on va annoncer aussi où les politiques les conseillers municipaux qui le veulent et qui veulent adopter un ODD, qu'on fasse aussi ça ensemble pour que ça prenne encore plus de vie ou de concret. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a une accélération maintenant. Donc, ça prend du temps, et d'un coup, hop, tout le monde se trouve et ça démarre. Et ce qui est important aussi, et c'est aussi le modèle à Delft, c'est que ça a été une croissance un peu organique. C'est-à-dire que ça vient vraiment de la base. Et maintenant, après quelques années donc, où ça a été fait, maintenant, c'est le moment de cristalliser, d'ancrer et de structurer un peu pour que ça reste de façon durable. Excuse-moi, Catherine. On arrive à la fin.
Non, oui, le temps passe et puis D'accord. et effectivement que je te rejoins tout à fait. Ça, on prend beaucoup de café pour rencontrer les gens, un peu moins en ce moment, ce que je regrette aussi fortement, parce que moi aussi j'ai besoin d'humains pour pouvoir mettre en place des projets. Donc intéressant et tout ce que Tu tu veux viens que... d'exposer en tant que conseillère municipale. Oui, Est-ce que je te laisse terminer oui. si tu as d'autres points à ajouter, si tu veux bien. J'étais presque terminée. On est tous passionnés. Désolée d'avoir pris trop de temps. Je vous laisse ces deux slides si vous voulez en savoir plus et quelques idées si vous voulez être actif. Mais je vous encourage à être actif et vous pouvez tout le temps prendre contact avec moi pour échanger des idées ou quoi que ce soit. Merci Catherine. Mais merci à toi. Et puis, je vais rester avec toi parce que j'ai une question Oui. d'une Française qui vit à Delft qui dit Ah, la municipalité de Delft est une des plus chères. Que fait la municipalité? c'est en effet une des plus chères, mais c'est un autre sujet, mais et je pense que ça va. Il faudra qu'on aille en profondeur. Ce qui Pardon, elle est bien, parlait c'est des que impôts. Elle parlait des impôts qui sont oui, mais c'est vrai, importants. c'est les impôts et il y a mais il y a beaucoup de raisons, etc. Mais ce serait peut-être plus simple si on se parle directement toutes les deux. Donc si Ouais. si elle peut m'envoyer son contact dans le chat. Et Oui, je te l'enverrai. Je t'enverrai le contact. Oui. Je t'enverrai le contact. Oui. Et justement, Si tu veux parler. on demandait aussi des exemples, mais je pense que Oui. tu en as cité quelques-uns, donc d'objectifs développement durable. Et Oui. je trouve que c'est intéressant, effectivement, quand on a un objectif commun qui est là quand même Il faut le mettre. de faire en sorte de mener des actions pour préserver notre planète, en tout cas essayer de la rendre de mieux en mieux, prendre en compte aussi la situation des gens. Je pense que tous les partis politiques, une fois qu'on a cet objectif-là, on est capable de travailler ensemble dans cet objectif-là, dans le bien de la planète et le bien des gens. Je pense que Voilà. là, ça Voilà. peut être vraiment un lien qui Oui. peut être très moteur et qui peut être Oui. très pertinent et Oui. dont on a absolument besoin en ce moment parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a urgence. Je pense que Christine voulait poser une question aussi sur… mais là, je vais J'en ai deux, à vrai dire. L'une, c'est par rapport à ce que tu viens de proposer comme possibilité d'action. Si j'ai bien compris, tu dis on peut choisir un des objectifs et on se retrouve avec des sensibilités différentes pour faire avancer les choses. Mais on a bien dit aussi à quel point l'interdépendance des objectifs était importante. Est-ce qu'il n'y a pas un danger ou comment tu vois les choses de morceler ces objectifs? Oui. Merci. Comme ça, je peux apporter une précision. C'est très important. C'est dans adopter. C'est au niveau. La force de ce modèle, c'est l'interconnexion. Et c'est ça. C'est important de garder ça. Bien sûr, les capacités financières ou personnelles des municipalités peuvent être réduites et donc on est obligé d'avoir des priorités. Mais ce qui est important, c'est que même si par exemple une municipalité décide de porter l'accent sur certains objectifs, il est important d'emporter les autres en même temps dans l'interconnexion, pour ainsi dire, mais de jamais perdre ça. Mais personnellement, je préfère que tous les 17 soient tout le temps pris en compte et qu'on dise on met l'accent sur ça et que ça, mais qu'on les prend tout le temps en compte. Et je disais, adopte un global goals, c'est plutôt au niveau des politiques, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Et si on veut vraiment être efficace et se retrouver dans ce qu'on a en commun, c'est peut-être plus facile si on choisit un ou deux objectif pour se concentrer. Mais c'est vraiment, en effet, ça met en accent ce qu'on a en commun, notre objectif. Sur la façon de faire, on va avoir des différends, et etc. Mais au moins, ça nous met, ça évite la polarisation. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais, non, effectivement, je pense que les 17 sont liés. On ne peut pas… il y a forcément une connexion avec les 17. C'est évident. Oui. Je te laisse poser ta question, Christine, avant qu'on… Oui, alors la semaine dernière, on a fait aussi un rendez-vous citoyen sur la question des réfugiés. Et en fait, en préparant ce soir et en pensant aux dangers ou aux répercussions de la question du climat, il y a aussi une augmentation de la pauvreté à cause de la sécheresse ou des conditions climatiques dans certains endroits du monde et qui peut provoquer
un manque d'espoir pour l'avenir. J'ai été très, très impressionnée par un reportage parlant des jeunes de Tunisie qui ne voyaient aucun avenir là où ils habitaient et qui choisissent d'émigrer d'émigrer vers d'autres pays. Donc, cette question des réfugiés climatiques, pour les nommer de cette façon, mais sans porter un label qui peut rétrécir parce que chaque situation est différente. Mais il me semblait important de nommer cette réalité-là ce soir aussi, parce qu'elle rejoint la question de la pauvreté, elle rejoint la question de la détresse humaine et en même temps la question du climat. J'aimerais avoir votre regard sur cette question à toutes les deux. Tu veux commencer, Isabelle, ou Si tu peux enlever ton PowerPoint, Catherine, ce serait bien. Ah oui, pardon. Isabelle, merci. Oui. Oui, on va laisser la parole à Isabelle. On aimerait avoir son avis là-dessus. Oui, c'est un sujet immense. En fait, je crois que la Banque mondiale, elle chiffre à 2 milliards le nombre de réfugiés climatiques dans la seconde moitié du siècle. Mais après, avec sans doute une très forte sous-estimation, donc on a un vrai, c'est un sujet majeur, et comment nos pays vont être capables aussi de soutenir, puisqu'en fait, le problème, c'est que les liens directs sont assez difficiles à mettre en œuvre ou à mettre en évidence. Et comment la communauté internationale serait prête à reconnaître aussi la responsabilité des pays du Nord vis-à-vis des pays du Sud en particulier, puisque c'est bien nos modes de vie qui engendrent ces dérèglements et qui ont les conséquences. Oui. Donc on a une responsabilité dramatique. Le problème, c'est que je pense que dans notre état d'esprit, on a beaucoup de mal à réaliser, parce que ça se passe toujours loin de nous, et en effet, avec notre cerveau raisonnement, tant que ça ne nous touche pas de près, on a beaucoup de mal à réaliser, et du coup à ce que ça devienne une préoccupation. Donc, comment aussi on se sensibilise, comment on apprend. Enfin, je pense que des soirées comme les vôtres sont importantes justement pour parler de ces sujets-là et de sensibiliser à ces situations-là, parce que tant que c'est loin de nous, on ne s'en préoccupe pas. Et c'est un des problèmes de toutes les façons avec l'ensemble des questions environnementales, c'est que c'est des sujets qui restent trop loin de notre quotidien immédiat. Et en plus, on est dans une société qui passe de plus en plus rapidement d'un sujet à l'autre, une actualité à l'autre. On s'habitue aussi à des réalités qui sont absolument dramatiques, parce qu'au départ, on est choqué, puis finalement, ça devient tellement courant. Enfin, le gamin qui meurt sur la plage des réfugiés, voilà, au début, ça fait un scandale, puis ça dure quelques temps, puis après, il y en a d'autres, et finalement, ça émeut plus personne. Donc, il y a, voilà, comment on retrouve aussi ce sens des émotions et cette sensibilité à l'autre. C'est des sujets assez fondamentaux et qui sont proches aussi de l'approche, en effet, des milieux naturels aussi. Oui. Effectivement, je te rejoins. Hein, ça va être à nous aussi de changer d'abord personnellement, pour ensuite faire ce genre d'information, informer. Il faut aussi reprendre aussi tout ce qui touche l'éducation. On a vraiment un gros travail à faire, et c'est nous en tant que citoyens, je pense qu'il faut qu'on soit les moteurs sur ces sujets-là. Peut-être le mot de la fin à vous deux avant qu'on dise le mot de la fin. Peut-être Catherine, vous voulez réagir aussi sur la question? Oh, pardon, Catherine. Oui. Pour montrer l'exemple comment les objectifs sont interconnectés, par exemple avec les migrants climatiques, si on connecte avec ODD 5 sur l'égalité du genre, on apporte directement la problématique des femmes qui sont exposées à plus de dangers pendant la migration et qui ont aussi des besoins très spécifiques, par exemple si elles sont enceintes ou si elles ont leurs règles, etc. Et ce sont des besoins qui ne sont pas tout le temps pris en compte par les politiques d'aide aux migrants, etc. Donc, on voit la force du modèle, et aussi, on sait que ce sont les femmes qui souvent sont confrontées aux problèmes climatiques. Donc, par exemple, aller chercher l'eau ou des choses comme ça, ce sont les femmes qui sont concernées. Donc, ça aide à aussi ne laisser personne de côté. Par exemple, les jeunes filles qui ne vont pas à l'école, c'est aussi éducation, c'est aussi un des Global Goals. Donc, c'est surtout ça nous aide à penser. Quand on met des politiques en place, ça nous aide à penser cet objectif. Est-ce que j'ai pensé à tout? Voilà. Merci.
Merci beaucoup. Écoutez, ça a été une soirée fort intéressante. J'espère que nos auditeurs ont appris plein de choses et qu'ils vont ensuite continuer à agir. Et comme demain, c'est la journée de la Terre, le 22 avril, c'est la journée de la Terre. Il a été célébré pour la première fois le 22 avril 1970 sous le slogan « Nous avons trouvé l'ennemi, c'est nous ». Donc, ça résume tout à fait notre soirée de ce soir. C'est que si on en est là aujourd'hui, que ce soit effectivement ne pas prendre en compte les gens en grande situation de pauvreté et puis la situation de notre planète, parce qu'on n'écoute pas aussi les scientifiques qui nous alertent depuis les années 70, même peut-être bien avant. Voilà, on en est là aujourd'hui. Donc, demain, journée de la Terre, et depuis 1970 et aujourd'hui, donc il y a plus d'1 milliard de personnes dans 193 pays qui vont passer à l'action dans le cadre du jour de la Terre. Et au fil des années, le jour de la Terre est devenu le mouvement participatif en environnement le plus important de la planète. Donc voilà, donc concrètement, nous, on va faire une action. On vous donne rendez-vous dimanche 25 avril à 10h30 du côté de Parallèle Vert à La Haye. Mais je sais qu'il y a d'autres actions qui sont faites aux Pays-Bas. Je sais qu'il y en a une action à Rotterdam. Donc, si vous voulez nous rejoindre, on fera une action de nettoyage pour justement nettoyer l'environnement dans lequel on vit. Voilà, je vous remercie. Christine, merci à Isabelle vraiment d'avoir passé cette soirée avec nous. Merci à Catherine aussi, on reste en contact. Et je vais laisser le dernier mot à Christine. À moi? Écoutez, on a dit à quel point c'était important de laisser personne de côté, hein. Vous l'avez redit, et c'est vraiment un des points centraux de ces objectifs du développement durable. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans vos interventions, c'est que ça nous donne de l'enthousiasme. Marie le disait dans le chat, là, juste à l'instant, ça nous donne envie d'agir, et c'est le ton qu'on a envie avec ces rendez-vous citoyens. Donc oui, il y a préoccupation, oui, il y a urgence, mais surtout, oui, on peut faire quelque chose, et vous nous avez donné ce message. Donc merci beaucoup, mesdames, de votre engagement à vous et de votre participation ce soir. Merci Christine. Eh bien, écoutez, bonne soirée à toutes et à tous, et à très bientôt de se voir à travers nos actions, à travers nos rendez-vous. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous.